Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. On la surnomme la veuve, ou bien encore le rasoir républicain. Sa silhouette est indissociable de la mémoire de la Révolution française et plus encore de celle de la Terreur. Elle a terrorisé des générations de criminels, de bagnards et de prisonniers. Elle a dressé sa longue silhouette au cœur de certaines grandes villes avant de se replier à l'abri des murs des prisons pour finalement prendre sa retraite en 1981. Mais qui est-elle ? Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de la guillotine, bien entendu. Pour autant, aussi connue soit-elle, cette mécanique terrifiante reste une grande inconnue. Quand a-t-elle été inventée ? Quelle fut son histoire ? Et de qui tient-elle son nom quand même un peu particulier ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui, non pas avec Cédric Delaunay comme d'habitude, mais avec Fabrice Mauclerc, docteur en histoire et spécialiste d'histoire de la justice. Bonjour Fabrice Mauclerc. Bonjour Éric Labaille. La guillotine est un instrument qui sert à donner la mort. On n'a pas toujours donné la mort avec une guillotine. Elle a remplacé certaines pratiques qui consistaient à couper des têtes. Alors, une question technique, comment coupait-on des têtes avant la fin du XVIIIe siècle ? Alors, pour rester en France, on décapitait auparavant avec une hache dans les temps les plus reculés et surtout, la hache, les Anglais vont la garder entre guillemets, mais en France, on aura la particularité de décapiter à l'épée. Tout simplement parce que l'épée, c'est un symbole de noblesse et que la décapitation à l'épée est réservée aux nobles. Donc, pour faire simple, les nobles sont décapités et les roturiers sont pendus. C'est un privilège d'être décapité, effectivement. Certains nobles, d'ailleurs, on leur enlève ce privilège. Ceux qui ont commis des crimes abominables, voilà, on les considère pas dignes d'être décapités. Et tous les autres, les roturiers ou les nobles, en quelque sorte, qui ont perdu leur prestige, ils sont pendus, roués, brûlés vifs, écartelés, etc. Donc toutes sortes de peines ou effectivement, de châtiments qui existaient autrefois. Et arrive le siècle des Lumières. On considère que le fait de donner la mort doit être efficace, scientifique, humain. C'est ça, le mot, on peut l'utiliser. On humanise un peu la peine au XVIIIe siècle dans l'esprit des Lumières, avec l'influence d'un Beccaria ou de quelques autres. Alors, le mouvement a dû commencer un peu avant d'ailleurs, dès la fin du XVIIe, on commence à avoir notamment une pratique qu'on appelle la pratique du retentum. Donc, dans les jugements, il peut y avoir une clause secrète que seul le bourreau connaît et qui lui demande, entre guillemets, discrètement de mettre à mort l'individu avant, par exemple, de recevoir les coups de barre de fer, d'être étranglé avant d'être jeté vif dans le feu. Et donc, il y a déjà une première volonté d'humaniser la peine. Et puis enfin, au XVIIIe siècle, il y a un deuxième élément, c'est qu'on va finalement condamner à mort de moins en moins, ou avec le plus de précautions possible quand on a vraiment la certitude de la culpabilité. Et on va de plus en plus remplacer la peine de mort par les galères. Donc beaucoup d'individus envoyés aux galères, mais un peu moins condamnés à mort. Et vient la technique qui va permettre d'élargir le spectre de la mise à mort, c'est absolument épouvantable. Se profile la silhouette de quelqu'un qui s'appelle Antoine Louis. Antoine Louis, donc, qui est un chirurgien, enfin un chirurgien au sens de l'époque, un médecin militaire qui a travaillé donc longtemps dans l'armée, qui a fait plusieurs campagnes avec l'armée et qui s'intéresse à cette question. Voilà, il est né à Metz. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, par sa pratique, par son expérience, a côtoyé les corps, a côtoyé la mort. Il peut être expert devant la justice, et on le convoque parfois dans cette situation-là. Et c'est à cette occasion-là qu'il est intervenu dans la fameuse affaire Calas.
Il a été notamment, on lui a demandé des conseils notamment pour savoir si la pendaison était tenable, puisque c'était la thèse. Est-ce qu'il a vraiment le fiscalat s'était pendu, et donc il a dû intervenir pour donner son expertise. Donc c'est quelqu'un qui effectivement par son passé de médecin, il a fait des campagnes militaires, s'y connaît entre guillemets en corps humain. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas un inconnu à cette époque-là. Vous venez de citer son intervention comme expert dans l'affaire Calas, mais il a participé à des rédactions de mémoires pour l'Académie royale des sciences. Il a été également, ce qui est quand même une situation quand même enviable, ne serait-ce qu'intellectuellement, l'un des rédacteurs de l'encyclopédie avec Diderot. Et puis médecin-chef des armées pendant la guerre de 7 ans. Oui, il a un beau pédigré, il a un beau parcours, et il fait partie de ces gens importants à la fin du XVIIIe siècle et qui sont respectés. D'accord. Et quel est son rôle donc dans l'invention de la machine à couper des têtes? Alors, elle est décisive, et finalement, c'est lui qui aurait donné son nom à la guillotine. Et d'ailleurs, dans les premiers temps, dans les premiers mois, on l'a appelée la Louison, la Louisette, en référence au docteur Anton Louis. Donc son rôle est capital, parce qu'on peut dire que c'est lui qui a, et c'est un peu macabre, mais c'est lui qui a véritablement mis au point de manière technique la machine à décapiter, puisqu'on l'appelait plutôt comme ça au début. Alors, il s'est fait aider par un fighter de clavecin, un Allemand, donc un certain Tobias Schmidt, qui l'a aidé dans la fabrication de l'objet. Le passage du clavecin à la guillotine est assez osé. C'est quelqu'un qui maîtrisait l'art du bois, l'art du montage, la menuiserie, puisque la guillotine, c'est un peu de la menuiserie. Et donc, le docteur Louis a contribué véritablement à la mise au point technique. Et d'ailleurs, cette mise au point a permis ensuite de fabriquer des guillotines à la chaîne, entre guillemets, puisque assez rapidement, il a fallu doter tous les départements de France d'une guillotine. Et donc, c'est le modèle Louis qui a servi à ces premières guillotines de la Révolution. Alors se posent plusieurs questions. On a tous en tête des images, notamment tirées du film La Révolution française de 1989, où on voit quelqu'un, on précisera ce quelqu'un plus tard, mais aller voir Louis XVI, lui présenter le projet de machine, et le roi Louis XVI faire des annotations et des corrections. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est une belle légende, comme il y en a beaucoup pendant la Révolution. En tout cas, c'est attesté par aucune source. L'image est jolie, effectivement, la scène du film est intéressante, mais alors c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que Louis XVI est un technicien, il adore l'horlogerie et tout ce qui est un peu mécanique, mais on n'a aucune preuve qu'il ait pu proposer cette idée à Louis, au docteur Louis. Je pense que c'est vraiment lui qui l'a eu, cette idée, et que le roi n'a pas eu besoin de lui souffler. Mais c'est vrai que l'anecdote est savoureuse. Et dans cette anecdote, il y a une deuxième anecdote. Le roi aurait fait une proposition de modification de la lame qui au départ était de forme incurvée pour la mettre de forme biseautée. Même chose, c'est pure invention. Encore une fois, la scène est sympa dans le film, mais aucune preuve peut l'attester. Donc dès le départ, le docteur Louis prévoit une lame biseautée alors? Non, je pense qu'au départ, il avait prévu une autre lame, et je pense que c'est par la suite, en faisant des tests, puisqu'il va y avoir des expériences. On va commencer par des moutons vivants, donc au cours de l'année 92, dans les semaines qui vont précéder l'exécution. Et on va même utiliser la guillotine avec des cadavres, des cadavres de vagabonds morts qu'on a retrouvés à Paris. Et donc, on va pouvoir tester la machine. Et c'est sûrement à cette occasion-là qu'on a dû corriger la forme de la lame, sans qu'encore une fois, Louis XVI soit jamais intervenu. Et par contre, quelqu'un qui intervient et qui va donner son expertise, c'est le bourreau Samson. Alors, Samson, effectivement, a été convoqué, et voilà, on va l'auditionner en quelque sorte presque un an plus tôt. Puisqu'on fera peut-être la chronologie, mais l'histoire de cette guillotine elle remonte à la fin de l'année 1789. Mais effectivement, en 1791, Samson, qui s'y connaissait en exécution, a donné son avis, et de manière très expert. Donc il a donné des conseils, entre guillemets, pour pouvoir améliorer cette machine, puisqu'il était question dès 91 d'une machine à décapiter. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. L'idée de cette machine, au-delà du côté technique, efficace, c'est aussi une idée un peu humaniste, c'est-à-dire que se faire décapiter à l'épée pouvait présenter des risques de rater. Il fallait, là je cite, je crois que c'est Samson qui le dit, il fallait que le bourreau soit, je cite, très adroit pour pouvoir bien viser avec l'épée, sinon on tombait sur une vertèbre et ça pouvait annuler
Il y a des les cas. faits. Et malheureusement, il y a des cas qui sont documentés. L'exécution de Saint-Marc, de Tout à Lyon, d'autres exécutions. J'ai un cas aussi en tête à Dijon, une femme qui devait être décapitée, une femme qui avait été condamnée à mort pour infanticide, mais étant noble, elle devait être décapitée et le bourreau a très mal fait son œuvre. Elle a été véritablement massacrée. Mais, entre guillemets, l'histoire se termine bien puisque cette femme finalement a été sauvée par la foule. On a considéré qu'elle bénéficiait d'une sorte de miracle. La foule a lynché le bourreau, puis son épouse, et cette femme finalement a été graciée par le roi, a fini ses jours dans un couvent. Gracié, mais dans quel état? Dans quel état? Mais en tout cas, elle a vécu assez longtemps après après ses déboires de cette exécution complètement ratée. Donc il y avait effectivement des ratés. Et donc c'est l'idée de celui qui a véritablement pensé à cette machine à décapiter, c'était d'éviter les ratés. Donc Antoine Louis conçoit une machine à décapiter, la Louison, la Louisette. Cette machine est conçue, vous disiez, 1789, 1792. C'est la période Alors la test. conception est peut-être un peu plus tardive que ça, parce qu'en fait il a fallu d'autres étapes, on peut peut-être les indiquer maintenant. Il a fallu d'abord que dans le code pénal, puisqu'on n'avait pas de code pénal en France jusqu'à cette époque-là, donc le code pénal date de 1791 et un petit peu dans cette période-là, il a été décidé de manière très claire, cette fameuse formule, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Merci Fernandel. Voilà. Alors sauf que bien sûr la phrase est précise, mais tranchée avec quoi? Donc c'est ensuite effectivement qu'on s'est mis d'accord sur le principe de mettre en point une machine à décapiter. Et d'ailleurs on s'est sûrement inspiré de modèles qui existaient auparavant. On décapitait avec des machines sûrement très peu très peu sophistiquées en Écosse, en Italie, en Angleterre. Donc voilà, il y avait déjà des principes de machines à décapiter auparavant. Et une fois qu'on a conçu, qu'on s'est mis d'accord sur l'idée de concevoir une machine décapitée, il a fallu la construire en tant que telle. D'accord, donc finalement c'est une conception relativement rapide. Il suffit que la loi prenne acte de la décapitation pour qu'ensuite après on mette en... Mais Antoine Louis avait déjà une expérience préalable, ne serait-ce une bonne connaissance du corps humain et savoir exactement comment faire pour trancher les têtes. Tout à fait. Alors c'est rapide, et puis peut-être on va revenir à celui qui est à l'origine. Justement, on va y arriver. Il y a quand même un mystère. Lorsqu'on parle de la guillotine. On parle pas de la Louisette, on parle de la guillotine. Alors guillotine, ce nom vient de... Alors, guillotine, c'est tout simplement l'inventeur du principe de la guillotine, donc un certain Guillotin, Monsieur Guillotin, un docteur lui aussi, il était député à l'Assemblée constituante, et cette Assemblée, assez rapidement, à la fin de l'année 1789, réfléchit au Code pénal, réfléchit à la peine de mort. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'abolir la peine de mort, il s'agit peut-être de la rendre plus humaine dans l'esprit des Lumières dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est ce Monsieur Guillotin qui, à l'Assemblée, et d'ailleurs la scène où la séance a été assez particulière, de manière très très posée, explique que pour le bien-être des condamnés et pour l'égalité, l'égalité elle est bien là, désormais il faut concevoir une machine à décapiter qui permet de rendre tous les citoyens, tous les condamnés égaux, donc tout le monde sera condamné et exécuté de la même manière, et précise-t-il, sans la moindre douleur. Il a donné une petite image qui a fait sourire dans l'Assemblée, en quelque sorte, en quelques secondes, l'individu décède et sans avoir souffert, ce qui est bien effectivement dans l'esprit des Lumières. On humanise la peine et on la rend beaucoup plus égalitaire, c'était l'objectif de Monsieur Guillotin. Oui, c'est très dans l'esprit des premières années de la Révolution française, cette égalité, ne plus faire de distinction entre le rang. Ça peut paraître surprenant, mais la guillotine est considérée à l'époque comme un progrès, en termes d'égalité et en termes d'efficacité. Donc il va avoir à l'Assemblée une action tout à fait déterminante pour l'adoption du principe d'une machine à décapiter, et donc c'est la conjonction entre cette volonté politique portée par Guillotin et le progrès technique porté par Louis qui va finalement aboutir à la guillotine. Avec, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, l'aide de Samson, l'aide de Tobias Schmidt. Mais par contre, assez rapidement, le mot guillotine va apparaître. Il faut préciser que dès la fin de l'année 1789, dans les journaux, on a vu apparaître cette expression. Et il faut peut-être aussi expliquer pourquoi, au bout du compte, après l'avoir appelé un temps Louison et Louisette, on l'a fini par l'appeler à nouveau guillotine. C'est surtout parce que le docteur Louis a eu, entre guillemets, la bonne idée de mourir assez rapidement. Et donc peut-être pour ne pas entacher sa mémoire, on a préféré
instrument, l'appelait guillotine, qui lui était bien vivant et va survivre assez longtemps Oui, après la Révolution. mais il meurt en 1814, donc Voilà. il a largement survécu à cette invention commune. Ce qui est un peu dommage pour le médecin, donc Mm. Antoine Louis, qui se voit dépossédé de son invention. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc la guillotine est inventée 1791-1792. Elle est rapidement mise en utilisation, enfin elle est mise en service, je cherchais mes mots. Oui. Qui est le premier guillotiné? Alors pour donner des dates précises et pour montrer que ça a été sûrement très très rapide, donc la mise au point, entre guillemets, on est autour du 7 avril, et la première exécution, elle a lieu le 25 avril. D'accord. Donc voilà, très très rapidement, le 25 avril 1792, on va donner son nom, hein, donc c'est un certain Jacques-Nicolas Pelletier, condamné à mort pour vol. Voilà, pas du tout un assassin ou quelqu'un qui avait commis quelque chose d'abominable. Il va être donc exécuté à Paris, et donc ça sera la première fois qu'on exécute avec la guillotine. Et il faut savoir que bien sûr la foule était très nombreuse, hein, c'était un petit événement entre guillemets. Je précise d'ailleurs qu'auparavant c'était déjà le cas, hein. On a parlé de spectacle de la mort avec beaucoup de guillemets, mais sous l'Ancien Régime c'est un spectacle auquel tout le monde peut assister, femmes, enfants, individus de tout âge. Et donc le 25 avril 1792, la foule est importante, mais elle va être très déçue parce que finalement, ça va très très vite. Voilà, la guillotine, ça se fait en quelques secondes. Une fois qu'on a basculé le condamné sur le chariot, que la guillotine a été déclenchée, ça se passe très rapidement. Effectivement, il semblerait, on a des témoignages qui ont indiqué que 25 avril 92, la foule parisienne a été un peu déçue du spectacle. Drôle de spectacle pour un public contemporain. Donc à partir de cette date-là, la guillotine est utilisée régulièrement, donc elle va l'être pendant l'année 92, surtout pour des droits communs. Voilà, on ne parle pas encore, vous avez évoqué la terreur, on n'en est pas encore à ces procès politiques, ces grands procès politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui va à tout jamais entacher en quelque sorte la mémoire de la guillotine, hein. Elle va être utilisée à des fins politiques, bassement politiques, alors qu'au départ, elle était prévue que pour l'exécution de droits communs. Donc dans un premier temps, on exécute à la guillotine les droits communs, et c'est seulement en 93-94 que la guillotine aura un autre usage. Et effectivement, donc Paris, 25 avril, et assez rapidement, dans toute la France va recevoir sa guillotine. On a 83 départements depuis 1790, donc chaque département va recevoir sa guillotine. Alors, certains, ça ira rapidement. En province, 2 mois après Paris, on commence, mais il y a des provinces, je pense à la Touraine par exemple, en Touraine où la première exécution, la première utilisation de la guillotine, ça sera simplement en juin 1793, donc bien plus tard, bien après Paris. Donc le calendrier a été décalé en fonction des régions et des provinces. Donc une des premières décapitations politiques, c'est bien évidemment celle du 21 janvier 1793. Oui, bien évidemment, alors qui va augurer d'une suite qu'on connaît. Donc la condamnation à mort, l'exécution de Louis XVI, effectivement, symbole très important dans notre histoire, symbole très important dans l'histoire aussi de la Révolution. C'est peut-être un tournant dans l'histoire de la Révolution. Et puis ensuite, Marie-Antoinette et tous les proches, quelques proches du roi, et puis bien sûr toutes les grandes têtes connues de la Révolution, Robespierre, Danton et quelques autres. Et quelques autres, effectivement. On a une estimation du nombre de personnes décapitées pendant la Révolution? Alors, pendant la Révolution, les chiffres sont très difficiles à obtenir, mais je pense qu'on est autour de 10 000 individus, 3 000 rien qu'à Paris. Donc effectivement, ça se compte par dizaines de milliers. Malheureusement, le tribunal révolutionnaire était tellement prolifique qu'on n'a pas forcément les comptes, des comptes très très précis, mais ouais, ça se compte par dizaines de milliers. On a également des condamnations très importantes dans certaines villes de province, hein. Certaines villes, on a aussi beaucoup décapité, puis inversement, d'autres, on a été beaucoup plus sages. La guillotine va poursuivre son existence pendant tout le 19e siècle et une grande partie du 20e siècle. Est-ce qu'elle subit des modifications techniques, des améliorations techniques sensibles, ou est-ce que dans l'ensemble, celle de 1981 ressemble beaucoup à sa grande sœur de 1792?
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement une machine qui est faite pour être beaucoup plus efficace, mais elle a quand même des défauts. Hein. Elle est faite en bois, elle est faite en fer pour la partie tranchante, et donc forcément, il y a de l'usure, et donc les guillotines ne sont pas toujours bien entretenues et ne sont pas toujours très efficaces. Il y a eu des accidents de guillotine. J'ai un cas en tête où la lame a été déclenchée et malheureusement, elle s'est entre guillemets arrêtée en plein milieu de sa chute. Donc vous imaginez un petit peu la situation. Bon, tant mieux pour le condamné, mais il y a des cas où la lame également n'a pas tranché où il fallait, et donc il a fallu assez régulièrement, c'est assez abominable de raconter tout ça, mais il a fallu assez régulièrement améliorer le procédé. Et on peut dire que l'invention ultime, donc la dernière guillotine qu'on connaît en France en 1980, elle est due donc à cette amélioration ultime. C'est dans les années 1870-1880, et on la doit à un certain Berger. Et d'ailleurs, le dernier modèle de la guillotine française, c'est le modèle Berger, hein, donc celui qu'on voit encore dans certains musées à Paris, Marseille ou autres. C'est ce fameux modèle Berger qui date donc de la fin du 19e siècle. Donc effectivement, la guillotine a été en permanence améliorée, et celle de 1981, ou plutôt celle qui a été mise au garage en 1981, c'était pas la même que celle de 1792. Oui. Donc une histoire tout à fait particulière, en marge de l'histoire juridique, en marge de l'histoire des mentalités, celle de la guillotine. Est-ce que vous avez une autre anecdote à nous donner? Si j'ai une question qui me revient par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il est vrai, ça c'est un lieu commun, c'est sûrement une idée reçue complètement fausse, mais est-ce qu'il est vrai que lorsqu'une exécution par la guillotine ne peut pas se réaliser, vous citiez tout à l'heure la lame qui se bloque en cours de route, le prisonnier est gracié Non, à ma connaissance, c'est une fable. Alors c'est une fable en tout cas pour cette période-là. On n'a jamais gracié quelqu'un qui a été sauvé de la guillotine, mais par contre, comme je l'avais raconté précédemment, sous l'Ancien Régime, ça pouvait se pratiquer, et on a plusieurs cas d'exécution ratée où on a effectivement attribué la grâce à l'individu qui n'avait pas été exécuté comme prévu. Donc ça, c'est une réalité, mais après, à l'époque de la guillotine, cette pratique de temps ancien avait complètement disparu. De même qu'il y a une pratique, j'en parle, qui consistait aussi à sauver un condamné si quelqu'un dans la foule voulait l'épouser ou avait l'intention de l'épouser. Donc on a eu quelques cas, mais ça c'est fin Moyen-Âge, début de la Renaissance, puis ensuite la pratique disparaîtra. C'était une façon assez romantique de sauver la vie de quelqu'un. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Mauclerc pour ce passionnant retour sur l'histoire de la veuve. Je rappelle que vous avez coécrit un guide sur l'histoire de la peine de mort paru aux éditions Lamarck, et que vous êtes chercheur en histoire de la justice. Retrouvez l'histoire de l'adoption de la guillotine en 1792 et bien d'autres histoires encore dans l'ouvrage de Jérôme Estrada de Tourniel, Les grandes dates de Moselle, disponible dans toutes les bonnes maisons de la presse et librairies. Donc nous avons rendu à César ce qui lui appartenait, Antoine Louis, créateur de cette machine à décapiter. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup, Fabrice Mauclerc, et je vous dis à très bientôt. Beaucoup. Au revoir. Merci. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.